Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le dernier Conseil des ministres a acté plusieurs mesures spectaculaires. Création de 11 nouvelles wilayas, augmentation des salaires et renforcement de l'allocation chômage. Sur le papier, ces décisions semblent répondre aux attentes sociales et économiques de la population. Dans les faits, elles soulèvent autant de questions qu'elles n'apportent de solutions. Socialement, ces mesures apportent un soulagement ponctuel, mais ne traitent pas les problèmes structurels. Chômage élevé, inégalités et tensions persistantes dans les services publics. Les annonces sociales restent superficielles face à l'ampleur des besoins. Économiquement, l'Algérie demeure fortement dépendante des hydrocarbures. La hausse des salaires et l'allocation chômage, si elles sont nécessaires, risquent de peser sur les finances publiques sans impulser une croissance durable. Aucune stratégie de diversification ou d'investissement significatif ne semble suivre ces décisions. Politiquement, la création de nouvelles wilayas interroge: s'agit-il d'un réel projet de décentralisation ou de modernisation administrative, ou simplement d'une opération symbolique pour montrer l'activité d'un pouvoir? Transparence et vision à long terme semblent absentes, laissant planer le doute sur l'efficacité réelle de ces annonces. Le Conseil des ministres a multiplié les mesures visibles, mais le pays a besoin de réformes profondes et durables, pas seulement d'effets d'annonce. Tebboune est confronté à un défi clair: transformer ces décisions ponctuelles à une stratégie cohérente pour l'avenir. Sans cela, l'Algérie risque de stagner, malgré les annonces répétées. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Conseil des ministres, des annonces, mais quel changement réel? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Avant de commencer, bien sûr, avec nos invités que je vais annoncer, bien sûr, tout de suite, j'aurai le plaisir d'avoir dans cette émission Dr Hassan Hirish, économiste et analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Il n'est pas avec nous encore, mais aussi le plaisir d'avoir M. Menouar Djadi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'APN. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. M. Menouar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous, à votre invité, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, marhaba bik, Sir Menouar Djadi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, on va essayer, donc, comme d'habitude, passer quelques titres de journaux et on va commencer avec l'Algérie aujourd'hui, comme vous êtes en train de le voir. Tebboune approuve la création de 11 nouvelles wilayas, donc a titré l'Algérie aujourd'hui. TSA. Algérie, 11 nouvelles wilayas créées. Voici la liste. Le président Tebboune donc a validé ce dimanche hier le projet de création de 11 nouvelles wilayas dans les hauts plateaux et le sud du pays. TSA, encore toujours dans TSA, tout sur l'Algérie. SMIC, incendie, train Béchar Tindouf, les décisions de Tebboune en Conseil des ministres, création de nouvelles wilayas, hausse du SMIG et de l'allocation chômage. Donc, enquête sur les incendies, le président Abdelmajid Tebboune a pris ce dimanche de nombreuses décisions. Maghreb émergent. PLF, donc projet de loi de finances 2026, le député Bartak fissure publiquement la façade du récit officiel. Donc, attitré
Maghreb émergent. On va revenir bien sûr avec ces déclarations du député et on continue donc avec un autre titre, Maghreb émergent toujours, Algérie, planche habillée, les signes d'emballement s'accumulent. Donc attitré Maghreb émergent. Avant de donner la parole à Mnawar Djahdi qui est avec nous, on aura aussi Dr Hassan Hirish. On va commencer avec le soundbite one, nos amis de la régie, cette petite vidéo de l'ENTV expliquant donc les 11 nouvelles wilayas. On regarde. ومن أجل دفع مسار اللامركزية وتعزيز فرص التنمية وافق مجلس الوزراء على ترقية 11 مقاطعة إدارية في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات وهي أفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيد الشيخ، القنطرة، بير العاتر، قصر البخاري والعريشة. وتتيح هذه الخطوة لهذه الولايات ممارسة صلاحيات أوسع وفتح آفاق جديدة في مختلف مناطق الوطن. Voilà, donc c'est Mnawar Djahdi, je vais commencer avec vous cette émission. Il semble qu'on a un petit souci de connexion avec Dr Hassan Hirish, on va essayer de régler ça. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Mnawar Djahdi, donc ces décisions prises hier donc, au Conseil des ministres par le chef de l'État Majid Tebboune. On parle donc de 11 wilayas, on parle aussi de l'augmentation donc, du SMIC, mais aussi de l'allocation chômage. Votre lecture par rapport surtout à la question qui est liée à la situation économique que vit notre pays. Pour beaucoup d'experts, ça sera beaucoup très difficile donc d'honorer ces décisions ou ces engagements financiers, bien sûr. Merci, M. Nasser. Bon, moi, je dirais que M. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier, je dirais que c'est une décision ou des décisions courageuses. La création des 11 wilayats, effectivement, c'est un engagement qui a été pris durant le premier et deuxième mandat. Il a promis au peuple, lors de ses meetings à travers le territoire national, d'atteindre à peu près 100 wilayas d'ici 2028-2029. Donc, cet engagement commence à se concrétiser. On passait de 48 à 58 et aujourd'hui à 69, donc plus 11. Et c'est une très bonne chose pour rapprocher le citoyen à l'administration, pour décentralisation de la décision, pour le développement durable. C'est une bonne chose, surtout dans les hauts plateaux, les wilayas des hauts plateaux et du sud. Donc moi, c'est un engagement et c'est une décision courageuse. En ce qui concerne les décisions sur le plan économique, à savoir l'augmentation de l'allocation chômage et le rehausser le SMIC, effectivement aussi, ces deux points ont été parmi les engagements, parmi son programme initié à partir de 2024. Pour, à ma connaissance, il va rehausser le SMIC à peu près à 24-25 000 dinars. Et l'allocation chômage, elle va atteindre, comme il a dit autrefois, à 20 000 dinars. Donc, et ça, c'est pour booster l'économie par la demande. Parce qu'en économie, pour booster l'économie, pour favoriser la consommation, donc il faut avoir des revenus de la population et de l'autre côté, avoir une production en face. Des produits que consomme le citoyen, qui aura besoin le citoyen. Donc, en augmentant les revenus, en augmentant la production, et c'est ça justement la dynamique d'une économie d'un pays, ce qui est très mauvais bien sûr. Il y a des gens qui disent que en augmentant les salaires, donc l'augmentation de la production ne suit pas et il y aura l'effet de l'inflation. Ça a été testé durant 2024-2025, et Dieu merci, au contraire, lorsque Abdelmajid Tebboune a augmenté les salaires à 2 reprises, et il commence, Inch'Allah, à partir de 2026, les 47% qui est resté, donc l'inflation a diminué
on passait à 4,8 par exemple en 2024. Aujourd'hui, l'inflation est à peine à 3,4, 3,6%. Donc moi je dirais que c'est des décisions courageuses pour l'Algérie et pour l'économie algérienne. Très bien, restez avec nous. Simon Ouarjadi, on a été rejoint donc par Dr Hassan Heriche, économiste et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Heriche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filak, c'est Hassan. Azoul Filak, merci pour l'invitation. Je salue notre ami Nasser Djabi sur le plateau. Je vous salue, vous et votre équipe, et tous les téléspectateurs, et je suis content de partager ce moment avec vous. Très bien. Nasser Djabi n'est pas avec nous, Dr Hassan Heriche. Plutôt, je pense, Mnowar Djadi qui est avec nous. Mnowar Djadi qui est avec nous depuis Alger. Ah, d'accord. Mnowar Djadi, je le salue. Je vous dis bonsoir. Et ça fait plaisir d'être sur le plateau avec vous. Merci beaucoup, Dr Hassan Heriche. Dr Hassan Heriche, on a fait passer une vidéo donc par rapport aux décisions qui ont été prises durant donc ce Conseil des ministres tenu donc hier. Mnowar Djadi a parlé, a qualifié donc ces décisions de décisions courageuses concernant donc l'augmentation ou la création de 11 nouvelles wilayas. On parle donc de plus de 58 wilayas, mais de 69 wilayas. L'augmentation aussi donc du SMIC, du salaire minimum, et aussi l'augmentation de l'allocation chômage. Beaucoup d'experts, et je sais que vous êtes expert en économie aussi, se sont posé les questions. Comment peut-on financer toutes ces augmentations? Votre réaction, Dr Hassan Heriche? Écoutez, les mesures comme celle-ci, évidemment, méritent réflexion. Je dois avouer que je n'ai pas suivi le dossier de façon, comment dire, en détail. Donc, j'ai comme ça des informations beaucoup plus globales parce que, tout simplement, on n'en a pas parlé véritablement après cette décision. M. Abdelmajid Tebboune, on avait parlé effectivement lors de sa campagne. Il avait donc annoncé qu'il allait multiplier les wilayas. Mais après, c'est retombé. La fièvre est retombée. Donc, on ne sait pas si depuis ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des études d'urbanisme, des études d'économie, l'impact administratif, l'impact culturel, l'impact politique, tous les transports, ainsi de suite, l'impact aussi au niveau de la satisfaction ou non des citoyens pour leur démarche administrative, ainsi de suite. Je veux dire que avant de lancer une décision administrative de cette ampleur, moi, malheureusement, j'ai un souvenir qui n'est pas forcément très bon. C'est lorsque Ouari Boumediene avait lui aussi multiplié les wilayas. Je ne me souviens plus de quelle année. Je me souviens qu'il a divisé les territoires, comme par exemple l'Algérois, la Kabylie, qui avait une homogénéité économique, culturelle, historique, etc. Et puis, ça a été charcuté en plusieurs wilayas. Évidemment, ça n'a pas donné forcément de très bons résultats, comme nous le voyons. Ça n'a pas ni diminué le chômage, ni facilité les démarches administratives. Au contraire, il y a eu lourdeur administrative, il y a eu une gérance locale régionale qui n'a pas apporté beaucoup de changements positifs. Au contraire, il y a eu multiplication du personnel administratif qui coûte énormément cher à l'État. Donc là aussi, on va multiplier les wilayas. Il y aura forcément quelques retombées positives, mais il faut savoir que ça a un coût disproportionné. On ne calcule malheureusement jamais
quand un dinar est investi, combien ça rapporte. Combien ça rapporte en termes économiques, en termes sociologiques, en termes psychologiques, etc. Je veux dire, il ne suffit pas d'aller sur les émotions en disant c'est très bien ou c'est pas très bien, ainsi de suite, ou glorifier une décision beaucoup plus politique que scientifique. Donc, est-ce que des universitaires ont été associés? Je n'ai pas entendu parler de ça. Est-ce que des urbanistes ont été associés? Je n'ai pas entendu parler. Est-ce que des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des financiers, des experts financiers ont été associés? Je n'en ai pas entendu parler. Des logisticiens au niveau des transports, etc. Donc, ce qui est évidemment tout de suite à détecter lorsqu'on a un minimum de connaissances, on va dire, socio-économiques, c'est que plus on multiplie la déconcentration, parce que c'est pas la décentralisation, plus il y a pléthore de personnel, plus ça coûte cher, et plus il y a des risques évidemment aussi de créer des barons locaux, risque de corruption beaucoup plus grande, risque d'un certain nombre malheureusement de maux sociaux que nous connaissons. Après, il va de soi qu'il y a un certain nombre d'avantages, à savoir que les wilayas créés, c'est des territoires qui vont recevoir de l'argent, qui vont recevoir un encadrement, mais de quelle manière ça va être distribué, de quelle manière ça va être géré, toute la question est là. Évidemment, quand il y a une décision politique comme ça, parce que c'est une décision politique et beaucoup moins qu'une décision, on va dire, d'ordre académique, scientifique, évidemment, on peut avoir comme ça, instinctivement, envie d'applaudir ou de critiquer. Or, on n'est pas dans l'émotion, il faut ni applaudir ni critiquer, mais se poser un certain nombre de questions. Très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Hirish. Simnour Djardi, votre réaction par rapport à ce qui a été dit par Dr Hassan Hirish, qui a soulevé des questions très pertinentes, parce qu'on ne peut pas éviter de parler du coût de ces nouvelles wilayas, de tout ce qui implique donc comme moyens financiers à gérer donc ces nouvelles wilayas, mais aussi quand on voit aussi la situation du pays, puisqu'on a entendu les débats concernant donc le projet de loi de finances 2026, et on va écouter le ministre des Finances parler du déficit budgétaire. On l'écoute. الميزانية العامة للسنة المقبلة المقترحة لمجلسكم هذا الموقر في السنة المقبلة إن شاء الله تبلغ 17,636 مليار دينار، أي بحوالي زيادة ب1000 مليار بين سنة 26 وسنة 25. بخصوص العجز، المبلغ الذي المتوقع في العجز على أساس نسبة استهلاك الاعتمادات بحوالي بين 75 و 80% يكون في حدود 5,186 مليار دينار، أي ما يعادل 12.4 من ناتج الدخل الخام. ويتراجع في السنة القادمة من مقبلة، يعني في 27 و 28، من 12.4 إلى 11.4 إلى 11.3. Voilà, donc le ministre des Finances qui a expliqué donc le budget par rapport à cette loi de finances 2026, mais parler aussi du déficit, lui qui a parlé donc de 12,4% concernant donc ce déficit du PIB. Mais on va écouter les critiques concernant donc cette loi et ce budget de Omar Bartak, donc un député qui a un peu mis en lumière
la question financière du pays et la situation économique. On l'écoute. ثانيا سيد الوزير بالنسبة لصندوق ضبط الإيرادات للأسف تحول صندوق ضبط الإيرادات من ركيزة مالية أساسية في بلادنا إلى رصيد صفري، وهو ما كشفه الجدول جيم المرفق بمشروع هذا القانون الذي أكد أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات بلغ في نهاية ديسمبر 2024 0.01 دينار، وهو مبلغ رمزي جدا. وهذا ماذا يعني سيد الوزير؟ يعني أن الدولة قد فقدت صمام الأمان المالي الذي كان يحميها من تقلبات أسعار النفط. وهنا أبتغي منكم الإجابة عن سؤالين لا ثالث لهما. أما الأول، كيف نقر بطمأنينة ميزانية، وقلت بأن ميزانيتنا راها في أريحية، كيف نقر بطمأنينة ميزانية بهذا الحجم وما عندهاش احتياط فعال؟ ومن يتحمل مسؤولية استنزاف الصندوق دون بدائل مستدامة؟ اختفاء هذا الصندوق سيد الوزير خليني نقول بأن اختفاءه دون تعويضه بآلية سيادية مالية جديدة إنما يمثل فراغا خطيرا في منظومة الحماية المالية لبلادنا. Désolé, donc il ne s'agit pas donc du député Omar Bartak, mais aussi la question du déficit, le même député, et qu'il n'y a pas de stratégie. On l'écoute. السيد الوزير المحترم، أعتقد أنك لو استدعيت كإطار في المالية لحصة تلفزيونية بعيدا عن الوزير لكنت أشد المعارضين لمشروع هذا القانون، لأنه يحمل معطيات لا يقبلها علم الاقتصاد ولا يقبلها المنطق ولا تقبلها لغتنا لغة السياسة. كيف يمكنني أن أقتنع السيد الوزير وملامح مشروع هذا القانون تتحدث عن هذا العجز، وفي المقابل هذا العجز الكبير لا تتحدث عن الإجراءات التي يمكن من خلالها تغطية هذا العجز. Voilà. C'est Mnowar Djadi. Il y aura beaucoup de pression financière concernant donc ces décisions quand on parle donc de l'augmentation ou la création de nouvelles wilayas, de 11 wilayas, l'augmentation aussi du salaire minimum, le SMIC, l'augmentation de l'allocation chômage. Est-ce qu'on parle des décisions politiques d'effet d'annonce ou d'une vraie politique économique et d'une vision donc pour diversifier notre économie? Si Nasser, permettez-moi de vous répondre en commençant par la première question en ce qui concerne les 11 wilayas qui rentrent dans son programme de M. le Président de la République. Effectivement, pour toute organisation ou pour toute réorganisation nécessite automatiquement des coûts. Mais les coûts qui reviennent à moyen, à long terme, bénéfiques pour le pays et pour le citoyen. Donc c'est pour une autonomie, pour un approchement du citoyen par rapport à son administration, c'est pour bien maîtriser la gestion des finances locales. Donc elle revient bénéfique pour le pays à moyen terme. Et cette réorganisation ou cette organisation, c'est une très bonne chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne le déficit, et en ce qui concerne le projet de loi de finances de 2026, comme vous le savez, l'État algérien, depuis, elle a pris le passé comme une référence, et depuis maintenant plus de 15 ans, elle utilise ce qu'on appelle la méthode prudentielle sur les finances publiques. Moi, j'ai lu dernièrement sur l'ONS, sur le rapport de l'ONS, l'Office national des statistiques, pour le premier semestre 2025. Les recettes du pays ont atteint 66% des recettes prévues pour 2025. Donc, et les recettes budgétisées de fin 2025, ça équivaut à peu près à 8200 milliards de dinars. Et ce montant a été atteint 66% le premier semestre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avec cette tendance haussière, avec cette courbe ascendante,
nous pouvons déduire que les recettes prévues seront inférieures par rapport aux recettes réelles qu'on va atteindre. Malgré cela, si nous regardons sur le budget prévisionnel de 2026, les recettes globales du pays étaient 8,9 milliards de dinars, moins que les recettes prévues pour 2025. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette politique prudentielle sur les finances publiques, c'est une très bonne chose. Et de deux, lorsqu'on dit que les dépenses prévues pour 2026, à peu près 17 636 milliards de dinars, c'est équivaut à peu près à 135,7 milliards de dollars. Mais en fin de compte, le ministre, c'est-à-dire le rapport ce budget prévisionnel, on dit que ce budget sera réalisé qu'à 70%. Seulement c'est ça, et j'insiste sur la politique prudentielle du pays, c'est que les tendances, ça dépend comment on va aborder l'année 2026, avec tout d'abord la diversification économique du pays, ce qu'ils sont en train de faire, ce que nous avons déjà fait depuis 2022-2023, sur des différents projets, les grands projets structurants, Rajbilet, phosphate, le plomb et le zinc de Béjaïa, les différents projets avec Baladina du Qatar, avec les Italiens, avec le développement de l'agriculture du Sud, etc., etc. Donc, l'Algérie, M. Abdelmajid Tebboune, il a bien vu, c'est un visionnaire, et il a dit aussi que jeudi, il a dit avec la rencontre avec les mass médias, il a dit qu'il n'y aura pas de chauffe pour l'avenir. C'est-à-dire l'austérité. Il n'y aura pas de politique d'austérité. Au contraire. Et ce que nous voyons aussi aujourd'hui, effectivement, il a raison. En augmentant l'allocation chômage, en augmentant le SMIC, en augmentant les salaires pour les retraités, pour les travailleurs pour 2026, donc c'est une il faut qu'on regarde en face les mécanismes qui sont en train de se réaliser, qui ont été déjà mis en œuvre. En ce qui concerne les 9 000 milliards de dinars, ou exactement 8 600 milliards de dinars de l'argent fiduciaire qui circule en dehors des banques. Donc il faut qu'il rentre sur le circuit formel. Deux, la fuite ou l'évasion fiscale, elle se situe à peu près entre 7 et 8 milliards de dollars par an. Et avec les fausses déclarations, avec comment dirais-je, tous les entreprises, petites, moyennes entreprises, les entreprises familiales, les fonctions libérales, tout ça, il faut que comment dirais-je, la structure des impôts au niveau national et au niveau local doivent faire déployer beaucoup d'efforts pour justement récupérer les 7 ou les 8 milliards de dollars par an, et de deux, l'économie informelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas réellement leur chiffre d'affaires et qui ne déclarent pas aussi l'IRG, c'est-à-dire ils ne déclarent pas leur personnel. Et tout ça, ça va venir en 2026 il y a aussi pour compenser justement la régression du prix des hydrocarbures et pour compenser aussi le déficit budgétaire, il y a aussi ce qu'on appelle la mise en œuvre, le sukuk. C'est que toutes les entreprises publiques, privées, des hommes d'affaires, etc., des établissements financiers, pour qu'ils achètent des bons trésors et qui rentrent comment dirais-je, pas comme une dette, mais comme participation dans de grands projets structurants et des projets publics de l'État. Il y a beaucoup de mécanismes qui vont être mis en branle, en exécution en 2026 et justement, comme pour que je mette ça en parenthèse, en ce qui concerne Nour Jadi.
Je pense qu'on a perdu Mnawar Jahdi. Non, il n'est pas avec nous. Docteur Hassan Hirj, vous avez entendu donc Mnawar Jahdi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que même les députés qui sont, on va dire, des partis qui sont peut-être qui soutiennent la politique du chef de l'État Majid Tebboune, ont critiqué donc ce projet de loi de finances. Il parle des blocages administratifs qui étouffent l'investissement public, donc on parle de politique, des transferts sociaux mal orientés et coûteux, un contrat social sous pression, une jeunesse en impasse. Et là, j'ai cité bien sûr le député Omar Bartak, qui estime que la fracture sociale s'aggrave et que la demande de bien-être progresse plus vite que la capacité de l'économie à y répondre. L'Algérien aujourd'hui, dit-il, ne se satisfait plus des standards des années 60-70. Il aspire à la rafahia, la tranquillité et l'assurance. Cet écart entre attente et réalité se matérialise dans le chômage massif des diplômés. Les députés parlent donc des titulaires de master et de doctorat sans emploi, allant jusqu'à évoquer sa propre situation familiale. J'ai un fils qui me dit « Papa, prépare-toi pour que je fasse la harga ». Docteur Hassan Hirj. Bien. Je pense que plus l'État s'occupe de tout et plus on le voit absent partout. Parce que l'État est hypertrophié. Le problème de l'Algérie, c'est qu'effectivement, tout dépend de l'investissement de l'investissement public. Et à partir de là, effectivement, connaissant les détournements, connaissant les corruptions, connaissant le favoritisme, on imagine bien que ces circuits-là bloquent effectivement l'initiative privée, l'initiative de l'Algérien. Donc, pour revenir justement à ce que nous disions tout à l'heure, à savoir cette multiplication de centres administratifs à travers les nouvelles wilayas, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 11 nouveaux walis. Il faut savoir, je crois, si ça n'a pas augmenté, hein, le salaire du wali était de 500 000 dinars, donc 50 millions. Alors, donc 50 millions divisé multiplié par 11. Chaque wali, évidemment, va avoir un staff, tout un cabinet, peut-être 20, 50 personnes, dans un certain nombre de cadres. Ça va coûter énormément cher et avec pas toujours de cadres compétents, mais plutôt une clientèle. Malheureusement, donc ça va multiplier des postes. Évidemment, une nouvelle wilaya, ça veut dire qu'il faut installer aussi de nouveaux commissariats, de nouveaux postes de sécurité, des pompiers, la sécurité militaire, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'État va se déconcentrer. C'est-à-dire tout simplement, il va aller vers des territoires qui jusque-là n'étaient pas contrôlés de façon administrative et il va étendre sa main sur ce territoire-là qui n'aboutissent pas forcément à un développement. Parce que ce qui aurait été possible, de mon point de vue, évidemment, ce dont l'Algérie avait besoin, c'est beaucoup plus, au contraire, une décentralisation, et non pas une déconcentration. La différence est de taille. Une déconcentration, c'est-à-dire que c'est tout simplement les ramifications de l'État, avec toujours le système pyramidal. C'est toujours Alger qui décide pour toutes les wilayas du pays, alors qu'une décentralisation, ça veut dire qu'on va faire confiance à l'Algérien, ça veut dire qu'au niveau local et régional, il y aura des initiatives, ça veut dire tout simplement qu'il y aura des pouvoirs à donner, des prérogatives de l'État à donner aux élus locaux, et malheureusement, on ne s'achemine pas vers ça. Donc au contraire, il aurait fallu créer, comme l'armée d'ailleurs, comme l'ANP, créer des régions administratives, 6 ou 7 régions administratives, peut-être même une dizaine, mais pas plus,
avec évidemment le respect de leur identité, de leur spécificité économique, de leur spécificité écologique, de leur spécificité climatique, ainsi de suite. Là, on est en train de gérer de la même façon une région de montagne avec la région des plaines, une région au bord de mer, une région saharienne, une région avec des terres arables et des terres plutôt sèches. Et donc, on mélange tout. Il faut une certaine cohérence, respecter les identités territoriales, permettre à l'Algérien de prendre des initiatives qui soient respectées comme acteurs de sa vie locale, de sa vie régionale, de façon à ce qu'il soit intéressé et qu'il voit l'impact quasi à court terme, pas seulement à moyen et long terme, dans l'administration, dans la création d'emplois, déjà dans ses prises de position. Parce que là, 11 nouvelles wilayas, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des élections, normalement, pour justement désigner des assemblées de wilaya. Là aussi, il va falloir payer le président du wilaya, il va falloir payer évidemment les élus, il va falloir payer leur payer les chauffeurs, leur payer toute l'infrastructure qui va avec. Donc c'est tout simplement éparpiller le budget sur des postes de concentration administrative et non pas une décentralisation qui permettrait à l'Algérie de respirer. Je pense qu'un des facteurs, et vous l'avez évoqué, Sinassa, un des facteurs majeurs, c'est de voir quelle est la réaction de la jeunesse. La réaction de la jeunesse qui est pour au moins la moitié de l'effectif est au chômage. C'est tout simplement de continuer à rêver de partir ailleurs. C'est de rêver des cieux plus cléments. C'est-à-dire qu'ils ne voient malheureusement pas leur avenir dans leur propre pays. Et ça, c'est absolument une tragédie. Très bien. Le deuxième point, critère de voir si effectivement nous avons une santé économique, c'est la santé du dinar. On voit quand même que le dinar dégringole de façon absolument affolante, complètement dangereuse. On en est aujourd'hui, bien sûr au cours parallèle qui est un cours réel, à 1 euro pour 273 dinars, ce qui est évidemment un effondrement absolument effrayant. Donc tous ces éléments mis ensemble, évidemment, ne donnent pas beaucoup d'optimisme à l'Algérien moyen. Très très bien. On n'a pas encore parlé, je ne suis pas encore intervenu sur le SMIC et l'allocation chômage. On verra ça tout à l'heure. Absolument. Restez avec nous, Dr Hassan Hirish. Si Menouar Djadi, Dr Hassan Hirish a soulevé la question d'optimisme concernant donc la situation économique, mais aussi la loi de finances et les chiffres qui ont été avancés par le ministre des Finances. Mais on va revenir d'abord sur le député Omar Bertek, élu de Doum el-Bouaqi, qui a dénoncé un budget reconduit par réflexe sans véritable stratégie pour sortir du déficit. Il approche qu'il juge répétitif et incapable de répondre au déséquilibre croissant. Selon lui, la reconduction d'un budget déficitaire appuyé par une présentation routinière traduit une absence de vision économique. Il évoque même un handicap dans l'économie nationale et que les responsables peinent désormais à justifier. Il est allé même à parler aussi d'une situation qui le concerne directement.
il dit l'Algérien d'aujourd'hui, dit-il, ne se satisfait plus des standards des années 60-70. Il aspire à la rafahia, la tranquillité et l'assurance. Cet écart entre attente et réalité se matérialise dans le chômage massif des diplômés. Le député, donc, Omar Bartak, il évoque, parle de titulaires de master et de doctorat des diplômés, de doctorat sans emploi, allant donc jusqu'à évoquer sa propre situation familiale. Et là, il déclare, j'ai un fils qui me dit, papa, prépare-toi pour que je fasse la harga. Et quand on entend un député qui siège donc à l'Assemblée nationale, dresser un bilan pareil de la situation de notre pays, économique et financière, l'Algérien se pose la question, comment peut-on parler donc d'une situation économique positive, de création de nouvelles wilayas, de l'augmentation du SMIC, de l'augmentation de l'allocation chômage. Mnoar Djadi. Tout d'abord, je remercie votre invité de Paris, Siha Hersh, étant donné que vous avez dit qu'il est optimiste. Non, c'est une bonne chose. Donc, il a dit je ne peux pas être optimiste par rapport à la situation. Je ne peux pas. Il n'y a pas de quoi être optimiste. Voilà. Donc je dis c'est l'écho. Ah, un écho. Ah. Je vais essayer de... En tous les cas, رانا نسمعوا فيك très bien. أنا نسمعوك très bien حنايا. إيه بس أنا نسمع روحي ça me dérange. J'ai dit que je me demande سي ناصر pourquoi allô. Oui أنا نسمعوا فيك allô. قلت لك je me pose la question pourquoi les gens disent que le dinar, la dépréciation du dinar, 1 euro à 273, à 280. Mais je me demande pourquoi. Moi, c'est simple. Il y a un nouveau créneau que les gens, les importateurs qui sont en train de ramener des voitures chinoises par leur propre argent, par l'intermédiaire justement du square. Et ça ne touche pas ni... allô? Oui, on vous entend. Vous entend, c'est Mnoar. Ah bon, donc ça ne concerne pas directement ni le citoyen, ni le pouvoir d'achat, ni rien du tout, étant donné que l'Algérie, lorsqu'elle vend ses marchandises à l'étranger, donc les recettes se reconvertissent par rapport au dinar, par rapport au dollar et l'euro officiel, c'est à peu près aujourd'hui le dollar, $1 équivaut à peu près 130 dinars. Les importations de l'Algérie se font à partir du dinar officiel. Je me demande pourquoi il n'y a pas, au contraire, il n'y a pas de dépréciation, il y a une appréciation du dinar. Il y a 4-5 ans, $1 équivalait 146, 144, 136. Et notre président, en 2024, il a promis que le dinar, il va atteindre entre 100 et 110 dinars. Et ça viendra. On était à 134 en 2024. Aujourd'hui, en 2026, nous sommes à 129, 130 dinars. Donc, je me demande pourquoi les gens veulent s'accrocher justement effectivement, je dis que c'est une très bonne chose, très mauvaise chose pour notre économie. Et cette parité, ce double taux de change, c'est très mauvais. Je ne dis qu'on vient pas. Mais il faut que... Je suis parmi les partisans qui disent que ce square va disparaître, il doit disparaître. Tout d'abord, il faut qu'on cherche d'où vient le financement de ce square. Donc, mais par contre, lier le square, ce taux informel, vous l'accrochez aux citoyens, à la dépréciation du dinar, au pouvoir d'achat, ça je ne suis pas d'accord. Allô? Oui, أنا نسمعوا فيك سي منور جعد. Allô? Oui. On vous entend très bien. Donc, moi,
C'est pour ça que j'ai toujours dit, même la planche à billets, en ce qui concerne, tout le monde parlait la planche à billets, la planche à billets. Il y a le 40e bis, la loi numéro 1710, qui a été votée par l'APN en 2017. L'APN, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale, et le Sénat, les deux chambres, ont voté cette loi pour que la Banque centrale achète directement les bons de trésor et les obligations directement du trésor public. C'est-à-dire ce qu'on appelle le financement non conventionnel. Ça, OK. Mais en 2022, l'article 45 de cette dite loi a été abrogé par la loi de finances de 2022. Donc aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le droit. Elle n'a pas le feu vert des députés, de messieurs les députés des deux chambres, pour qu'elle puisse, cette banque centrale, acheter directement ou utiliser la planche à billets. Il faut faire la distinction entre deux choses. En ce qui concerne les avances, il y a effectivement des avances que peut accorder la Banque centrale au Trésor public, qui ne dépasse pas 10% sur les recettes ordinaires, sur la fiscalité ordinaire. Et maintenant, pour l'année 2026, a été changé, c'est 20%, mais sur les deux, c'est-à-dire les recettes fiscales et pétrolières. Qui ne dépasse pas les 20%. Mais ça, c'est une avancée. Comme une entreprise économique qui a besoin d'un fonds de roulement pour qu'elle fonctionne. Elle fait des découvertes à très court terme de chez sa banque, et puis le remboursement se fait immédiatement. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire 10% est représenté même pas 7-8 milliards de dollars qui est remboursable sur un temps de 250 jours, c'est-à-dire dans les 8 mois qui suivent. C'est une dette à très court terme, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la planche à billets. L'Algérie, depuis 2021, a arrêté la planche à billets pour financer son déficit ou là pour financer les projets publics. Ça, je le souligne au rouge, c'est Nasser. Si Mnowar Djadi, yani quand un député, on va quitter Soundbite 7, nos amis de la régie, soulève la question de la franchise et vérité quand il s'agit des chiffres qui sont avancés concernant donc la situation financière et économique de notre pays. On l'écoute. فنحن في مرحلة الجزائر، وأنا مدرك من خلال مداخلتك أنك غير مقتنع بما تقول سيد الوزير. الجزائر تحتاج إلى المصارحة، الشعب الجزائري يحتاج إلى المصارحة، لأن المصارحة وحدها كفيلة ببناء هذا الوطن، ولا يزايد أحد على أحد في الوطنية، لكن المصارحة أو الشفافية أمر مطلوب ولا يمكن تجاوزه. سيد الوزير، تتحدثون ونتحدث عن قانون نفخر به ونعتز به وأنجز على المعايير العالمية، وهو القانون الإطار 2018. لكن سيد الوزير، أنت تتحدث عن 12% نفقات غير متوقعة، أي حوالي أكثر من 16 مليار دولار، بما يعادل ضعف الميزانية الموجهة لقطاع الصحة. فأعتقد أننا نضرب في عمق هذا القانون. Voilà, le constat, il est là dans ces déclarations. Mnowar Djadi, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, comme ça je vais donner le temps aussi à Dr Hassan Hirish. Quand le député aussi Bartak, qui est Omar Bartak, qui est élu de Doum Bouaqi, donc il déclare la reconduction d'un budget déficitaire appuyé par une présentation routinière traduit une absence de vision économique. Et souvent, donc, les spécialistes ont soulevé cette question. Il n'y a pas de vision économique, il n'y a pas de politique économique sur le long terme. La preuve, c'est qu'on est dépendant des prix des hydrocarbures et qu'on a malheureusement failli concernant la diversification de notre économie. Très rapidement, c'est Mnowar Djadi. Les députés. Il y a certains magazines, certains journaux étrangers comme le Maghreb émergent et autres, Express, etc., qui donnent des fausses informations. Je dis un exemple en ce qui concerne le déficit ou en ce qui concerne la dette publique de l'Algérie. Tout d'abord, par rapport aux autres pays qui ont dépassé les 75% et 80% des dettes extérieures. Nous, en Algérie, on n'a pas de dette extérieure. Et la dette interne, elle ne dépasse pas les 48-49%.
Et on met des situations, le déficit avec 17 000 milliards ou 18 000 milliards de dinars, ça représente maximum 48-49% par rapport au PIB. Il y a des gens, il y a des pays, je ne parle pas de la France ou des États-Unis qui ont dépassé les 4 000 milliards de dollars. Je pense même les pays voisins, maghrébins, africains, pays arabes, et ils dépassent de loin les dettes algériennes. Bon, bref, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne tout le monde, il y a 2-3 ans, parlait que l'Algérie va s'effondrer, l'économie algérienne va s'effondrer en 2024-2025. Mais alhamdoulilah, l'Algérie, elle finance ses projets publics et des projets structurants par le propre argent. Et l'Algérie aujourd'hui a un éventail de solutions, surtout avec la BAD, elle demande à l'Algérie de rentrer, de financer certains projets de travaux publics et la voie ferrée. Il y a le Fonds arabe de développement qui sollicite l'Algérie, elle a mis à sa disposition 3 milliards de dollars. Donc l'Algérie est crédible dans ce sens. Très bien, Sir Nawal Jaad. L'idée est très claire, désolé parce qu'on est pressé par le temps. Docteur Hassan Hirish, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en train de parler d'une réalité qui n'existe pas? On est en train de brosser donc un tableau qui n'est pas juste. Donc la réalité est tout autre. Ce que vous avez dit, donc il y a une pression économique, il y a une pression financière, il y a une réalité sociale aussi. Docteur Hassan Hirish. Avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de dire, je ne sais pas, j'espère que Simonawar m'écoute, il a cité l'exemple de la voiture, il dit que ça n'a aucun impact, c'est les gens qui achètent des devises au square et puis vont acheter des voitures chinoises, ça n'a aucun impact sur les Algériens. Le premier impact, c'est que ces voitures-là, à partir du moment où on achète des devises, on l'achète pratiquement 2 fois plus. C'est-à-dire qu'au lieu de demander de l'argent à la banque algérienne et acheter la voiture, donc avec un change de 1 dollar pour 130 dinars, on va évidemment acheter devises plus de 2 fois. Ce change-là. Donc, l'Algérien va se retrouver évidemment avec des voitures extrêmement chères et qui ne seront accessibles qu'à une certaine classe des Algériens. Ça, c'est déjà quelque chose de visible. Sans compter évidemment que toutes les petites et moyennes entreprises qui, pour acheter des outils, pour acheter des matières premières, pour acheter des intrants, pour acheter des pièces de rechange, etc., passent justement par ce square, parce que justement ils n'arrivent pas à obtenir des devises de la part de la banque algérienne. Et à partir du moment où ils passent par le square, évidemment ce qu'ils ramènent, ça coûte 2 fois plus au moins. Et ça se répercute. C'est pas payé de la poche de l'importateur, de la petite et moyenne entreprise, du petit patron. Évidemment, il va répercuter ce prix-là sur le consommateur, donc sur l'Algérien. Donc, qu'on me dise que ça n'a aucun impact, c'est quand même ignorer ce que ça veut dire justement le taux parallèle et le taux officiel, et qui aujourd'hui évidemment est complètement flagrant pour ce point-là. Maintenant, vous savez, si la santé économique de l'Algérie était véritablement présente, aujourd'hui, des opérateurs étrangers viendraient investir. Des opérateurs algériens eux-mêmes investiraient massivement. L'immigration, la diaspora investirait en Algérie. Or, aujourd'hui, tout le monde est dans l'attentisme. L'attentisme à cause de quoi? L'attentisme d'abord avec les problèmes bureaucratiques, avec l'instabilité du droit, avec l'insécurité, avec justement cette mauvaise gouvernance au niveau des devises, avec un certain nombre d'instabilité fiscale, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'investissement en Algérie est malheureusement bloqué. Je pense que ça serait, comment dire, trop aventureux d'applaudir toutes les décisions qui sont prises, d'autant plus qu'elles sont beaucoup plus
politique que, on va dire, académique, scientifique, que économique, en tout cas que calculé. Voilà. Donc, Sina Sall, mon dernier mot, malheureusement, et j'aimerais bien que ça soit le contraire, je reste pour le moment plutôt pessimiste. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. On est arrivé à la fin de cette émission. Désolé de vous presser. Je remercie Manouar Djadi, ex-député président de la Commission des Transports, qui était avec nous donc depuis Alger. Merci à vous, Dr Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha.